moi, dès lors qu'il s'agit de cette question des enfants, en fait, je mentalise. Ça veut dire qu'en fait, mon corps, il veut pas, il se protège. Et dès lors que ça devient mental pour moi, c'est qu'il y a plus d'instinct. Il y a pas cette espèce d'instinct animal, tu vois. Non, pas du tout. J'adore les enfants de mes gosses, dans ma famille, il y en a plein. J'aime m'occuper d'eux, je travaille même avec. En revanche, aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de me dire que je ne suis pas capable et je n'ai pas envie d'avoir un enfant à ma charge. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens, ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors, c'est pour quand? Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide à donner voix à ces paroles précieuses, alors merci. Vous vous rappelez de Cruella et de ses fourrures, ou d'Ursula et de ses murènes, de Maléfique et de son corbeau, ou de la Reine de cœur et de ses gardes-cartes dans Alice au pays des merveilles? Depuis 90 ans, Disney nous raconte toujours la même histoire. La femme sans enfant et la méchante. D'ailleurs, si vous regardez de plus près, vous verrez que le message est encore plus précis que ça. Ces femmes ne sont pas méchantes malgré leur liberté, elles sont méchantes à cause d'elles. Fortes, dominatrices, indépendantes, mais sans homme pour leur donner sens, elles compensent avec des animaux de compagnie ou des lubies complètement folles. La vieille fille, sa folie et ses créatures, on y revient toujours. Même s'il existe une évolution notable, le message de Disney est assez limpide. Mesdames, soyez d'abord belles pour les hommes, puis bonne mère pour vos enfants, et vous vous occuperez de vous dans une prochaine vie. En France, la fécondité n'a jamais été aussi basse depuis l'après-guerre, et le nombre de femmes sans enfants augmente à toutes les tranches d'âge, pour toutes les catégories sociales. Alors, est-ce que ce sont autant de méchantes qui s'ignorent? Mon invitée aujourd'hui est une femme forte, indépendante, engagée, une femme qui ose être elle-même face au monde sans s'excuser. Femme, asiatique, queer, artiste, elle a traversé la maladie, la pression et 11 ans de questionnement sur la maternité. Sa maladie et son ventre sont comme un écran de projection des désirs collectifs et elle vient nous raconter son histoire. Elle s'appelle Thérèse. Elle vient de sortir un single, Bad Mom, un titre pop et cinglant qui retourne l'insulte Bad Mum, comme d'autres ont retourné le mot bitch. Hello Thérèse. Coucou. Je suis trop contente de te recevoir dans le podcast. Alors c'est pour quand? On va parler un petit peu de toi. Donc Saint-Ouen, prépa, LVMH, Kenzo, puis la musique. Il y a un fil dans tout ton parcours ou c'est une série de ruptures plutôt que tu as vécues dans ta vie? Parfois, quand je regarde mon CV à l'envers, je me dis waouh, a-t-elle un problème cette nana? Et finalement, je me rends compte que on peut lire l'histoire comme une série de ruptures et on peut aussi la lire comme une série de renaissance. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout ça, que je pense être une personne qui a eu beaucoup d'injonctions, mais aussi beaucoup d'évolutions et de révolutions internes, et qui a été aussi chahutée par son environnement. Et du coup, petit à petit, j'ai appris à aller un petit peu plus vers moi. Il faut croire que la distance était grande entre le point de départ et le point d'arrivée d'aujourd'hui, mais je suis encore arrivée nulle part parce que j'espère qu'il me reste quelques années à vivre. T'es déjà arrivée loin, hein. Mais voilà, c'est le dessin que je trace et je suis plutôt contente au final. Enfin, même s'il y a eu des années où j'avais l'impression d'être en errance et où la société me renvoyait beaucoup, et puis même mes proches parfois, hein, sans vouloir être méchant ou méchante, qui me renvoyaient, mais en fait, tu fais quoi là, Thérèse? Et sur plein de sujets différents. Comme je comprends cette question. Vraiment. Ton père, il travaillait dans le commerce équitable. Tu m'as dit pour sortir le Laos, enfin une partie du Laos de l'opium. Ouais, j'imagine carrément. du trafic de l'opium. Oui. Cette idée de transformer un système de l'intérieur, c'est quelque chose qui t'habite aussi, non? Ouais, c'est marrant parce que
J'ai mis du temps à relier, mon chemin de vie à celui de mon père. Parce que c'est une personne contre laquelle je me suis beaucoup construite. Mmh. Quand j'étais petite, c'était le papa adoré. Mmh. Puis, assez rapidement, je pense que sans pouvoir poser des mots dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui tournait pas rond dans notre relation. Parce que, en fait, il me renvoyait énormément de culpabilité. Et j'ai pas compris tout de suite que son souci majeur était celui du patriarcat globalement et de beaucoup d'hommes cis dans cette société, augmenté en plus du gap culturel, mais mon père savait pas exprimer ses émotions. Et donc toutes les émotions étaient tournées en colère très vite. Enfin, pendant longtemps, ça a été compliqué avec mon père, mais un jour, en fin d'adolescence, je sais pas, je devais avoir 17 ans, j'étais en prépa, et j'ai décidé de suivre mon père dans son travail, au Laos. Effectivement, il bossait dans le commerce équitable, et moi, je voyais son métier un peu toujours comme un truc qui nous arrachait à lui, ou, Mmh. tu vois, parce Mmh. qu'en fait, il était tout le temps à l'étranger. Et je le voyais vraiment comme un mauvais père, parce qu'un père absent, parce que ma mère portait tout, parce que c'est elle qui ramenait l'argent à la maison, etc., qui bossait en fait. Et finalement, je l'ai suivi pendant quelques semaines. On a fait le Laos en long, en large et en travers, et on a été de village en village pour voir comment il travaillait. J'ai fini par comprendre que parfois on pouvait effectivement pas forcément être un très bon père, mais on pouvait être un super homme aussi. Mmh. Et que l'humanité était complexe et que mon père était aussi un homme avant d'être un père. Ça a beaucoup infusé en moi et ça m'a beaucoup inspirée. Est-ce que c'était le bad dad avant que bad mom existe? Peut-être. En tout cas, il a été super avec plein de gens et je sais qu'il a sauvé aussi beaucoup de vies comme ça. Et ouais, aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup malgré les difficultés qu'on a pu avoir relationnelles. C'est vrai que rien n'est simple, jamais dans la vie. Jamais, Enfin, jamais. effectivement. À un moment dans ta vie, en fait, ton corps a pris beaucoup de place. Ouais. D'une façon que tu maîtrisais pas. Est-ce que c'est là que tout a changé pour toi en termes de questionnement aussi, de peut-être d'identité, enfin Carrément. d'être qui tu es, enfin voilà. Tu parles d'un changement, en fait, je commençais à me faire un peu chier dans mon ancienne vie de bureau. Mmh. En voulant partir, je me suis dit: «Bon allez, je vais aller faire tous mes examens médicaux comme ça, je profite de ma mutuelle, de Bien ma joué. bonne mutuelle». Faites ça. Exactement. Parce qu'après quand t'es au chômage, c'est moins drôle Laisse l'argent. tomber. Et en fait, totalement par hasard, lors d'un examen gynéco, désolée, on est très vite très proche de moi. Lors d'un Ouais, mais c'est important. Ouais. C'est vraiment des sujets hyper importants. Ouais, c'est clair. Et en fait, par hasard, j'ai découvert que, j'avais la même maladie héréditaire que ma mère. Mmh. J'avais des kystes qui me poussaient dans le foie et dans les reins, et ça s'appelle la polykystose hépatorénale, qui touche donc le foie et les reins. Ma mère l'héritait de sa mère, qui elle-même l'héritait, je crois, de sa mère, etc. Et D'accord. après, je sais pas remonter plus loin parce que c'était là-haut, et qu'on n'avait pas de registre de naissance. Je me posais déjà des questions à cette époque-là par rapport à mon ancien taf et tout, et c'est là que je me suis dit: «Mais Thérèse, en fait, t'as pas le temps». Ma mère, à cette époque-là, était en dialyse et en attente d'une double greffe foie et rein, et je la voyais vraiment souffrir le martyre, et je me projetais dans cette vie en me disant: «Mais ça se trouve, ça va être moi plus tard». Mmh. Et donc cette vie de bureau qui me correspond de moins en moins, en fait, il faut que je la quitte absolument. Mmh. Et c'est là que j'ai fait un burn-out, en fait, à cause de cette nouvelle. Un véritable effondrement psychique. Je me suis dit: «Mais à la base, en entrant en école de commerce, ce que je voulais faire, c'était faire comme mon père, du commerce équitable». Et je me retrouve à bosser dans une maison de luxe, tu Oui. vois? C'est là que je me suis cassée, que j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle et que, je suis allée aider des gens. Alors justement, tu le disais, tu as une maladie héréditaire qui t'accompagne depuis longtemps, Mmh. que tu as découverte quand tu avais 27 ans. C'est ça, Et ensuite, tu as été greffée à 36, exactement. justement, voilà, pour normalement, j'imagine, améliorer Les conditions de vie. conditions de vie, c'est ça? En fait, j'en étais arrivée à un moment où j'arrivais plus à m'alimenter correctement. Je devais fractionner mes repas. J'avais mal au dos, cervical, un peu comme une femme enceinte, sauf qu'au lieu de 9 mois, ça dure beaucoup plus longtemps. Ouais. Voilà, ça a duré des années. J'avais du mal à retrouver mon souffle sur scène, parce que je suis chanteuse, Mmh. donc et puis mes performances scéniques, elles sont assez dynamiques, voilà, c'est le Oui. moins qu'on puisse dire. Et donc je galérais de fou pour simplement faire mon métier, quoi. Mmh. Donc voilà, mais même pour avoir des relations sexuelles, c'était compliqué, Oui. parce que ça me faisait mal, en fait, dès lors qu'on appuyait un peu sur mon ventre, ça me faisait mal. Enfin, mon quotidien devenait vraiment difficile. Et c'est
de ce fait que les médecins m'ont proposé la greffe. Alors je n'étais pas obligée de la faire. En revanche, ils m'ont prévenu, à un moment donné, si les kystes continuent à grossir, bah ça fonctionnera plus. Et un foie qui ne fonctionne plus, bah c'est la mort en fait. Voilà. Ouais. Donc Effectivement, moi j'avais un foie qui pesait à la fin 7 kilos. Ah ouais. Souvent j'aime bien faire la comparaison. Bah là c'est pour le podcast c'est assez bienvenu, mais d'habitude c'est un peu dans le vent que je le fais. Je rappelle qu'un bébé c'est à peu près 3 kilos, 3 kilos 5. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous raconter juste un petit peu ce que justement ce foie de 8 kilos que t'expliques, ce que ça a fait à ton rapport, à ton propre corps, d'un point de vue intime, même si tu disais que justement tu avais des difficultés pour vivre au quotidien, etc. Ça t'a amené aussi à des questionnements vis-à-vis du corps, vis-à-vis de choses comme ça? Bah carrément en fait. Au début j'ai un peu détesté mon corps. Je me disais mais je sais pas, est-ce que j'avais de la grossophobie intégrée ou est-ce que c'était que j'étais trop contrôlante dans l'absolu. Mais ce qui est bizarre quand le ventre grossit d'un coup et que ce n'est pas voulu, que ce n'est pas parce qu'on s'est fait plaisir, parce que ceci ou cela, en fait, on comprend pas ce qui se passe. Et en fait, cette non-maîtrise, moi qui avais une tendance à être contrôle fric, ça me mettait super en colère en fait. Ouais. Et ça me rendait triste aussi. Petit à petit, je me suis quand même rendu compte que détester son corps qui nous porte, c'est quand même une sacrée connerie. Ouais. Et que c'est pas comme ça que j'allais aller mieux. Et donc petit à petit, j'ai appris à l'accepter quoi. Dans ces moments-là, t'es vraiment dans un affrontement d'angoisse de mort en fait. Tu m'étonnes. C'est pas rien. Ouais. Puis c'était bizarre parce que en même temps, bah j'avais cette espèce de ventre qui grossissait et comme bah je suis une meuf et que j'avais la trentaine à l'époque et tout, bah il y a plein de gens qui me disaient félicitations parce que aussi j'étais fine par ailleurs. Donc Oui, on voyait cette que espèce t'avais d'excroissance. un ventre, quoi. J'avais un ventre. Ouais, c'est fou. Et ça faisait vraiment cette forme de ventre de femme enceinte. Et donc j'avais droit à des félicitations. Les gens étaient hyper contents et contentes. C'était très très dur parce que ouais, c'est hyper malaisant. c'est très violent parce qu'en fait, au départ, j'osais pas dire aux gens que c'était une maladie. Tu répondais comment d'ailleurs, enfin ce genre de remarques? Bah, au départ, je disais bah en fait je suis pas enceinte Ok. et donc enfin je faisais Voilà. croire que c'était un burger dedans quoi. Oui, une pizza. Oui, voilà, c'est ça, c'est une grosse pizza. Et à la fin, en fait, je me disais, je n'ai pas à porter et à faire le service après-vente de la maladresse des gens. Et donc, je disais, ah non, c'est mon foie. Mais c'est tout. Mais Ouais. pas de façon agressive, Oui, de façon oui. très factuelle. Ah non, c'est mon foie, je suis malade. Et donc, en fait, les gens étaient super gênés. Et puis, au début, je culpabilisais de la gêne que je Oui. créais, mais en même temps, c'est eux qui l'avaient créé, cette gêne. Enfin, Bah c'est ça, en se posant aucune question et en disant tout ce qui leur passe par la tête, c'est exactement. leur faute. Exactement, En exactement. vrai, ouais. Et donc voilà. Et donc, j'essayais de garder une position assez neutre par rapport à ça. Parce que je le faisais pour moi, en fait. De me dire, en fait, Thérèse, si t'assumes ton corps, bah, t'as le droit de dire la vérité. Et si t'assumes ton corps, t'as le droit de dire la vérité et en fait, d'être ni triste ni contente. Enfin, genre, juste, c'est comme si tu disais, ah, machin, bah non, mais en fait, c'est ma main. Enfin, Ouais. tu vois, Oui. c'est tout, en fait. Comme, bah, l'empathie fait que quand les autres sont mal, t'as envie de les aider, mais tu te dis, mais non, mais je vais pas faire le double travail. Enfin, c'est moi qui souffre à la Bah, base. c'est tu vois. vrai, Mais c'est complètement. comme pour toutes les autres questions. C'est Ouais. comme pour le racisme, c'est comme pour le sexisme, etc. L'inceste aussi, notamment dans les familles, Ah bah ouais, où la à personne fond. qui dénonce, c'est elle qui est exclue, Bien sûr. maltraitée. Bien sûr. Ouais. Elle a trahi le clan, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, à la base, on l'a violentée. Ouais. Enfin, non. Enfin, Ouais, c'est ouais. pas possible, quoi. Tu parles de cette opération, justement, donc de cette greffe, comme d'une sorte d'accouchement, puisqu'on disait que avec ce foie de 8 kilos, t'étais comme enceinte. C'est une image qui est assez forte. Qu'est-ce que ça dit de ce que t'as traversé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement, après l'opération? Oh, il s'est passé tellement de choses. Oui, j'imagine. Ouais. Mais oui, comme un accouchement, parce que déjà, physiquement, on m'enlevait un foie de 7 kilos et un foie de taille adulte classique, on va dire, c'est 1,5 kg. Je retrouvais mon corps que j'avais connu plus jeune, tu vois. Ouais. Et j'avais l'impression qu'on me rendait ça. Et avec une grosse cicatrice. J'ai un J'imagine. énorme T sur le ventre. D'accord. Et ma T'es mère, comme Thérèse. exactement. Ma mère, elle me dit, mais toi, tu signes tout, c'est pas possible. Et, Elle a raison. ouais, c'est clair. Et il s'avère en plus que la personne qui m'a opérée, c'était un copain de collège que j'avais pas revu depuis le collège. Ah, c'est fou.
Alors là, le hasard fait bien les choses, Ouais, je trouve. ouais. Et du coup, c'était vraiment incroyable. Et quand j'ai vu que c'est lui qui m'opérait, et ben, je me suis dit: «Je pense que les anges sont avec moi». En tout cas, je sais que je suis pas religieuse, mais je pense que ça a quand même élevé mon niveau de spiritualité. Je l'avais de façon, comment dire? Familiale, tu vois? Enfin, dans ma famille, ma mère, elle est à moitié viet et à moitié chinoise née au Laos. D'accord. Et mon père, il est à moitié laotien et moitié chinois né au Laos. Et en fait, ils sont tous les 2 de culture bouddhiste. Et donc en fait, j'ai grandi dedans quand même. Mais je pense qu'après l'opération, j'ai compris un peu ce truc. Et je crois que c'est peut-être presque un peu de ça que j'ai accouché, de cette sorte réflexion. de foi. Ouais, vraiment, de foi. Mmh. Et c'est drôle la consonance avec l'organe qui est parti, quoi. Oui. Mais oui, c'est complètement ça. Je crois que que la foi est un peu plus arrivée dans ma vie avec une forme aussi de lâcher prise. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la vie. Et je me suis rendu compte surtout là, assez récemment finalement, il y a peut-être 1 an, un truc comme ça, j'ai formulé à voix haute en faisant la vaisselle un jour, parce que j'étais perdue dans mes pensées, je fais: «Mais Thérèse, la vie elle t'aime aussi, quoi». Et c'est assez fou de se rendre compte de ça. Et j'ai l'impression d'avoir réaccouché de moi-même. C'est super bizarre, tu vois? Nouvelle naissance. Exactement. Ouais. Et avec cette nouvelle naissance, je me suis dit: «Mais il faut pas que je perde de temps à passer à côté de ce que je dois vraiment faire», tu vois? Ça fait 11 ans que tu te poses la question d'être mère ou pas un jour. Ouais. Quand est-ce que ces questionnements ont commencé? Est-ce que justement cette maladie qui est quand même dans le ventre, etc. Est-ce que ça a mis ces questions sur la table ou est-ce que ces questions étaient déjà là avant? Je pense que c'est la maladie qui a déclenché le truc en vrai, mais de façon un peu sourde. Parce que quand j'ai su que j'étais malade, on m'a pas dit que je pouvais pas avoir d'enfant, on m'a rien dit dessus. On m'a On t'a simplement... rien dit du tout? Au départ, non. D'accord. On m'a simplement dit que j'avais 50% de chance de le refiler à mes gosses. Quand même. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment pas rien. Oui. Moi, j'ai une très très bonne amie qui s'appelle Sarah qui tombe enceinte. Il y a à peu près 11 ans, et ma cousine aussi qui a le même âge que moi, dont je suis extrêmement proche, qui tombe enceinte aussi. Et c'est ça les premiers déclencheurs. Ouais. Moi, à l'époque, je suis en couple avec un homme, et je lui mets la pression en fait. Et je me dis... Donc toi, tu mets la pression à cet homme-là, ouais, en lui disant... sur ce sujet, quoi. Exactement, en lui disant... mais de toute façon, tu seras jamais prêt à être père, gna 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 gna, machin et tout et tout. Et puis du coup, je crois que de son côté, il s'est préparé psychologiquement. Et puis quelques mois plus tard, il m'a dit: «Bah c'est bon, je suis prêt». Et en fait, je me suis rendu compte que c'était moi qui étais pas du tout prête. Et donc je l'ai quitté. OK. Alors c'était pas tout de suite après. Il y a eu d'autres séries d'enchaînements de trucs, mais dès lors que la brèche est ouverte, j'ai l'impression qu'après, t'as toutes les merdes qui s'enfoncent dedans, et puis du coup, ça délite le couple, quoi. Ouais. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé. Et notamment aussi parce que j'avais été déçue, parce que à cette époque-là, ma mère était malade, elle a été greffée aussi, et moi j'étais beaucoup à son chevet, et j'avais pas reçu beaucoup d'aide en fait, et de soutien à cette époque-là. Et je me suis dit, mais comme je me projetais dans cette vie plus tard de dialyse / greffe, etc., je me suis dit, le mec sera pas là, il sera pas à la hauteur, et du coup laisse tomber, quoi. Et donc je suis partie. Puis ça a continué à avancer, et puis après j'ai eu d'autres histoires, etc. Puis après j'ai eu une nouvelle longue histoire avec un autre homme qui était plus jeune que moi, et quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il voulait pas d'enfant. Je croyais qu'à moitié, je me suis dit il est un peu jeune, peut-être qu'il sait pas ce qu'il raconte, mais en même temps je sautais un peu sur l'occasion en me disant bon, c'est cool, et puis si ça se trouve, le jour où il se décidera, ce sera trop tard et ce sera super. Et donc en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que en gros les médecins m'avaient dit quand j'ai quitté le premier copain, m'avaient dit en gros il vous reste X années, enfin genre 2 ans pour faire un enfant, après c'est foutu, quoi. Ah ouais. Parce que vous aurez plus de place en fait dans votre ventre. Et donc je me suis dit bon là je vais pas faire d'enfant maintenant, enfin là je sors avec un mec depuis pas longtemps, il est jeune, moi je suis en pleine lancée de projets, de toute façon ça va pas être maintenant. Et donc je m'étais un peu assise sur ce truc là. Le fait est que la vie joue des tours, et en fait ma maladie s'est accélérée tellement vite que finalement on m'a greffée en 2022, et donc je n'avais entre guillemets que 36 ans. Et donc
comme ils savaient que j'avais 36 ans et que j'avais pas fait d'enfant, ils m'ont proposé en plus de congeler mes ovocytes. Donc j'ai fait le processus. Ce que tu as fait. Tout à fait. Et donc la greffe a lieu et finalement après cette greffe-là, mon copain de l'époque commence à ressentir un désir de paternité. Et aussi parce qu'il sait que le temps passe et que Qui est potentiellement... le même, qui était celui qui était jeune. Ouais, qui était plus jeune que moi, exactement. Et en fait, un désir de paternité né chez lui, pour moi, c'est pas tout à fait possible encore. On me dit, en fait, il faut commencer le processus à distance de 1 an de la greffe au minimum. Ouais. Votre cicatrice, elle est pas fermée. Là, il y a trop de risques, quoi. Et en plus de ça s'improvise pas parce que il faut baisser mes immunosuppresseurs pour pouvoir commencer à essayer de procréer. Moi, j'hésite, je suis là, non, mais je sais pas. Et puis la question se repose. Moi, je m'étais assise dessus 2 fois déjà. Pour une 3e fois, la vie me reconfronte à cette question, avec en plus un homme à côté qui a envie très fort d'avoir des enfants et a fortiori des enfants avec moi. Ouais. Et donc, moi, je le prends comme une véritable déclaration d'amour aussi. Et qui peut être le cas. Tout à fait. Et moi, je l'aimais aussi. Et je pense que à la fois, je me posais des questions et à la fois, j'ai eu peur de le perdre. Et donc, du coup, je me suis un peu lancée dans ce processus de baisser les médicaments. Parce que, de toute façon, ça prend 1 an et je me suis dit, au pire, j'ai 1 an pour réfléchir et puis après, voilà. Et en fait, en baissant les médicaments, mon corps a commencé à péter les plombs. Ah mince, ouais. J'ai commencé à faire des migraines, j'avais des nausées, et je commençais après à des nausées à faire des crises d'angoisse, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que mon corps voulait pas. Ouais, c'est fou. Il voulait pas. Manifestement, il voulait pas. Pas du tout. Et au départ, je pensais que c'était à cause des médicaments, et j'en avais parlé à mes spécialistes, ils m'ont dit, mais pas du tout. C'est pas du tout les effets que ça fait, etc. Et en fait, c'était vraiment des crises de panique que je faisais, parce que je crois que, au fond, mon corps me disait d'avance, mais n'y va pas. On veut pas ça, en fait. Ouais. Et donc, j'ai dû annoncer ça à mon copain de l'époque. Ça a été extrêmement difficile pour le couple, forcément. Et tu lui as dit, entre 4 yeux, tu lui as dit, je peux pas. Mon corps, il veut pas, et il s'en était rendu compte aussi. Oui. Il m'en a énormément voulu. Il pensait que je lui avais menti sur le fait que je voulais peut-être essayer, etc. Alors qu'en fait, je voulais peut-être vraiment essayer. Oui, mais c'est ton corps qui t'a vraiment envoyé tous les signaux de non. Ouais. Et moi, aujourd'hui, après toute cette épreuve, toute cette opération, mon corps, je l'écoute. Ouais, il y a que lui qui sait, et je me suis rendu compte de ça. Il y a que notre corps qui sait. C'est mieux la que tête le est cerveau. Trompeuse. Oui, exactement. La tête trompe, la tête construit des choses, la tête élabore, et parfois dans le mauvais sens, et nous ment, etc. Mais le corps ment jamais. Et donc j'ai appris à l'écouter, et franchement, je ne regrette pas ça aujourd'hui. D'autant plus que on s'est séparés. Et aujourd'hui, on est très amis. Et voilà, il a une nouvelle chérie, et moi j'ai quelqu'un aussi, et ça se passe très bien. Et je pense que ce chemin était plus juste pour tous les deux. Ouais. Donc voilà, donc je ne l'ai pas perdu en me sauvant moi, en fait. Donc c'est une belle fin d'histoire, on va dire, justement. Merci carrément. de le raconter comme ça. On l'entend pas souvent. Ton choix, justement, en termes de maternité, c'est à la fois donc un choix conscient, comme t'expliques que t'as reconnecté avec ton corps et que tu l'as écouté. Carrément. Et ça correspond vraiment à tout ce que tu racontes, etc. C'est aussi, j'ai l'impression, tu me diras, un peu subi. Parce que la maladie, tu m'avais aussi mentionné quand on préparait cet échange la neuroatypie, la question de la neuroatypie, carrément. La question de la vie, du mode de vie aussi. Quand on est artiste, on peut être dans une certaine précarité. Complètement. Donc avoir des enfants, pareil, ça peut être compliqué. C'est possible, mais compliqué. Ouais, exactement. Est-ce que le fait d'avoir pas mal de raisons finalement je dirais de pas y aller en première instance soi-même. Ouais. Mais est-ce que toutes ces raisons, en fait, ça complique ou ça simplifie les réponses que tu peux apporter sur le sujet quand on te questionne, par exemple, si on te questionne? Très bonne question. En fait, je me suis rendu compte que les gens n'écoutaient pas les réponses. La plupart des gens, pas tout le monde. Et les personnes qui sont capables d'écouter sont les personnes qui à la fois vous aiment vraiment, mais aussi ont suffisamment travaillé sur la question de l'altérité pour pouvoir comprendre en fait
que ce qui est bon pour soi n'est pas forcément bon pour les autres et vice versa, et qu'il n'y a pas une vérité sur le bonheur, l'épanouissement, le sens de la vie, etc. Je me rends compte que tout ça a à la fois facilité des choses, mais en même temps pas forcément. Facilité au sens où effectivement, tu construis un discours très clair au niveau de ton cerveau. Et en revanche, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ton cerveau c'est une chose et ton corps c'est autre chose. Donc moi, aujourd'hui, je sens encore que mon discours est très construit, que mon corps voulait pas, mais qui voulait pas, genre à 99%, quoi. Il y a encore ce 1% qui est un point d'interrogation, et donc, qui dit point d'interrogation, dit souffrance. Mais je pense que j'ai appris à accepter la souffrance, parce que se poser des questions et ne pas être sûr et douter, je crois que c'est quelque chose de bon. Merci de le rappeler. Non, mais vraiment, parce que c'est vrai qu'on a l'impression souvent d'être un fou quand on se pose trop de questions, parce qu'on a l'impression dans nos modèles que personne se pose de questions, tout le monde est fonceur, sait où il va, et ce qu'il veut. Et non, c'est normal de se poser des questions, c'est humain, quoi. C'est ça, et que c'est assez automatique de pouvoir se poser des questions. En revanche, moi j'ai interrogé du coup énormément de copines et de cousines, etc., d'amis autour de moi qui sont mères. Mais comment t'as su, comment t'y vas, en fait? Moi, c'est la question qui me fascine. Cette viscéralité, là, c'est quoi? Tu poses pas tes questions sur le monde, sur machin et tout. Et les gens me disent, non, mais à un moment, tu réfléchis plus, t'y vas. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé à comprendre que, en fait, moi, dès lors qu'il s'agit de cette question des enfants, en fait, je mentalise. Ça veut dire qu'en fait, mon corps, il veut pas, il se protège. Et dès lors que ça devient mental, pour moi, c'est qu'il y a plus d'instinct. Il y a pas cette espèce d'instinct animal, tu vois. Non, pas du tout. Et donc, et pourtant, je dis ça, on va croire que j'aime pas les enfants, mais j'adore les gosses. Oui, ça n'a rien à voir. J'adore les gosses. Oui. Je précise, c'est vrai que je le dis plus parce que ça me semble évident. Mais c'est vrai que les femmes qui ne veulent pas d'enfants, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou non les enfants. Il n'y a pas de lien du tout. Encore une fois. J'adore les enfants de mes gosses. Dans ma famille, il y en a plein. J'aime m'occuper d'eux. Je travaille. Les nièces, tous les enfants, les bébés, évidemment. Exactement. En revanche, aujourd'hui, j'ai l'honnêteté de me dire que je ne suis pas capable et je n'ai pas envie d'avoir un enfant à ma charge. Pour 1000 raisons. Effectivement, tu les as quasiment toutes citées, mais voilà, j'avais même déjà du mal à vivre avec un ou une partenaire. Alors, je pense pas que ce soit impossible. Il y a des gens qui respectent plus ou moins notre bulle. Enfin, tu vois, et moi, j'en ai vraiment besoin pour me recharger. Et je vois avec les enfants que ce n'est juste pas possible. En fait, ton enfant, s'il pleure, s'il a faim, s'il est malade, etc., moi, je ne me sens pas être le type de mère à le laisser tomber, à le laisser, voilà. Clairement. Et j'ai une exigence humaine tellement haute vis-à-vis de moi-même, je pense, et que je devrais peut-être pas avoir, certes, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je suis ce que je suis. Que je ne pourrais pas ne pas m'occuper 24H de mon gosse ou de ma gosse. Et en fait, le truc, c'est que je sais que au bout de 2 mois, je serai flinguée. Parce que je crois que justement, j'aime trop cette vie. J'aime trop cette seconde vie qu'on m'a offerte. Et je crois que je vais utiliser tout cet amour que la vie m'a donné et le mettre dans plein d'autres gens. Parce que je crois que aujourd'hui, j'ai appris qu'on pouvait aimer de 1000, 2000, 3000 façons pour m'auto-citer dans la chanson Bad Mom. Mais vraiment, c'est ça, c'est que la magie de ce qu'on vit, c'est de se dire que apprendre que l'amour / l'amour inconditionnel, conditionnel, mais peut se donner de plein de façons différentes et peut nous épanouir de plein de façons différentes. Je trouve que c'est un cadeau incroyable. Complètement. Et merci de parler d'amour aussi, parce que je trouve que c'est important de mentionner ça et qu'on peut aimer aussi comme tu dis, de plein de manières. Et vraiment, c'est très important à souligner. J'ai l'impression de pouvoir aujourd'hui apporter des doses d'amour qui sont pas du coup constantes et continues, mais à plein de personnes, plutôt qu'une grosse dose d'amour à un seul être, tu vois. Et en fait, j'ai choisi de le faire comme ça parce que ma personnalité est comme ça. En fait, je suis assez intense comme personne. Parfois, je fatigue et je shut down total. Ouais. Et donc, en fait, quand cette énergie, elle est là, j'ai
qu'une hâte, c'est de la déployer au monde et d'en faire profiter, mais tout le monde. Enfin, je veux dire, certes mes proches, mais tu vois, je fais plein d'actions culturelles, Oui, que ce soit en en prison, dans prison. des écoles, Ouais. dans des T'as créé un hôpitaux. podcast aussi, Ouais, voilà, exactement. qui s'appelle Tamalou. Tamalou. Ouais, qui est parle sur de- la santé Ouais. physique et mentale des artistes. Mm. J'adore faire du mentorat dans la musique, tu vois, de travailler avec des artistes qui ont, par exemple, moins d'expérience Mm. pour pouvoir leur apporter la mienne, Mm. que ce soit en coaching scénique, que ce soit de la psycho, entre T'es guillemets. une artiste complète et puis t'es dans une démarche aussi très engagée, C'est ça, globalement. c'est ça. Ouais. Et je pense que quelque part, ça vient répondre à ce besoin de maternité. Aujourd'hui, ton copain actuel se pose la question de la vasectomie. Ouais. Et après t'avoir demandé justement si tu souhaitais avoir un enfant ou non. Déjà, je souligne vraiment la démarche que je trouve tellement moderne et c'est tellement cool qu'il y ait des mecs qui soient comme ça. Je précise que c'est un homme blanc de 41 ans. et effectivement, peut-être que ça court pas les rues, mais merci la vie de me l'avoir envoyé. Ouais, vraiment, c'est très cool. Et ça a été un soulagement, j'imagine, quand il t'a parlé de ça comme ça ouvertement, qu'il t'a demandé ton avis. Enfin, Ça, oh, carrément. Mais au départ, ça m'a mise un peu en danger. Parce qu'on s'est mis ensemble il y a quelques mois et en fait, quand on se met ensemble à la quarantaine, c'est pas pareil. Oui. Ce qui est très cool, c'est que si tout s'est bien passé dans la vie, enfin, je veux dire bien passé au sens où les épreuves nous ont transformés positivement, nous ont aidés à nous poser des questions et tout, et ben les gens se connaissent mieux et en fait, on passe au travers de toute cette étape de séduction, on essaie de mentir à l'autre pour faire croire qu'on est parfaite ou parfait. Ouais, Ça n'existe plus à 40 ans. Tomber amoureux à 40 ans, c'est super. Flemme. Et c'est génial parce que ce masque-là déjà tombe. Moi, je trouve que c'est super. Et donc très vite, on aborde des sujets qui sont deep parce qu'en fait, t'as pas le choix. Enfin, tu sais que quand une meuf a pas d'enfant à 40 ans, c'est peut-être bien de lui poser la question. Sauf si t'as envie de te mettre des œillères, mais pour avancer dans la relation, je pense qu'il est important de savoir si elle veut des enfants ou non. Et en fait, il a eu cette intelligence de me dire, t'en es où par rapport à la question des enfants? Moi, à ce moment-là, j'étais surprise de sa question parce que ça faisait vraiment pas longtemps qu'on était ensemble et je me suis sentie presque à moitié acculée. La question est venue par rapport à la question de la contraception. Je lui ai dit, du coup, je prends pas de contraception. Enfin, on utilisait des préservatifs, mais je voulais le prévenir que voilà, qu'il y avait rien d'autre derrière et donc, fais attention. Attention, ouais. Et il m'a dit, oui, j'ai cru comprendre. Il me fait, mais du coup, t'en es où par rapport à la question des enfants, etc., etc. Et j'avais du mal à voir où il voulait en venir. Je me dis, mais pourquoi tu me poses cette question? Il me fait, non, mais j'ai juste besoin de savoir si tu veux des enfants ou pas, par rapport à toute cette question et tout et tout. Et là, remontée de patriarcat dans mon corps, tu vois, de système oppressif, j'étais là, genre, mais sous de ma gueule ou quoi? Ouais, la manière dont c'est présenté. Ouais, aussi. trop Je bizarre, quoi. Et je lui dis, mais t'es en train de me proposer une ligature des trompes, là? Et il me dit, mais non, mais pas du tout. Enfin, genre, en fait, il parlait pas de ça. Il était trop moderne pour son époque. C'est clair. Et moi, j'avais pas anticipé que ça pouvait exister, en fait. Ouais, grave. Il me dit, mais non, en fait, je parlais de vasectomie parce que j'avais envie de me faire vasectomier et c'était juste pour être sûre. Parce que si tu veux des enfants, je peux attendre un peu parce que si on est encore amoureux dans un an et que toi, c'est ça qui te rend heureuse, je préfère pouvoir te faire un enfant plutôt que t'ailles le faire ailleurs. Ah. Et j'avais trouvé ça tellement beau. Ouais, franchement. Vraiment tellement beau. En plus, ça faisait pas super longtemps qu'on était ensemble et du coup, je trouvais ça à la fois très réfléchi parce qu'il allait pas il me disait pas je vais te faire un gosse maintenant, tu vois. Enfin, on se connaissait pas assez, on n'avait pas assez vécu. Mais il anticipait, en fait, il se posait la question de l'avenir. Exactement. Ouais. Et il prenait cette espèce de charge mentale justement et émotionnelle aussi que moi je m'étais même pas encore autorisée à avoir, tu vois, parce que ça faisait à peine pas longtemps qu'on était ensemble. Et il m'a dit, pour les enfants, me réponds pas maintenant. Mais je te pose ça là. Si t'as envie de commencer, si tu veux des enfants, peut-être qu'il faudra réfléchir par rapport à ton traitement, si t'as envie de baisser tes médicaments ou non. Tu verras avec ton spécialiste et tout. Et donc, à la fois, il s'impliquait dans le processus, mais à la fois, il me laissait libre de choisir pour moi ce qu'il me fallait, tu vois. Ouais. Et moi, il m'a dit, pour être très honnête, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres enfants. Je connais l'expérience de la paternité.
Je suis heureux d'être père. Je voulais être père et je suis heureux d'être père. Donc moi ça va. Mais si tu veux, je suis prêt à me relancer dedans. Ça va pas forcément être facile, mais je suis prêt à me relancer dedans. Pour nous. Puis du coup, des mois se sont écoulés. C'est très étrange parce que la possibilité de choisir par moi-même pour une fois, en dehors des histoires de maladies, de machin, même s'il y a ces histoires de traitement et tout, mais de pas avoir pour la 1000e fois une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça m'a permis en fait simplement de faire un choix pour moi, un choix conscient, un choix réfléchi, un choix d'envie aussi, et d'avoir pour la première fois la possibilité d'exprimer le fait que je ne veuille pas d'enfant, mais sans culpabilité. Sans me dire ah mais en fait tu sais cette espèce d'injonction de t'es pas capable ou t'as déçu quelqu'un ou etc. Ou tu quand vois même tu fuis quelque chose, tu fuis un truc ouais. etc. Et là tu vois bah j'ai juste l'impression de me dire d'accepter pleinement qui je suis et de me dire bah en fait c'est ok si j'ai pas d'enfant. Et j'en ai même parlé à ma psy, elle m'a dit voyez les mots que vous utilisez, parce que évidemment je lui parle encore de ces questions-là, et je lui dis bah en fait j'ai l'impression qu'un enfant serait une entrave à l'histoire amoureuse que je suis en train de vivre. En fait j'ai mis tellement de temps à me défaire du fait de toutes ces couches que je peux avoir intersectionnelles, plus bah le système dans lequel on vit, etc., etc. J'ai mis tellement de temps à apprendre à aimer sainement déjà une personne, tu vois, une histoire d'amour, que du coup, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je veux juste profiter de ça. Et parce que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi 1000 autres façons de s'engager, tu vois, complètement, dans une relation, et que l'engagement voulait pas forcément dire se marier, avoir un enfant. Ça peut paraître très bateau aujourd'hui de dire ça en 2026, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Dans nos têtes, c'est, enfin, en tout cas, après, voilà. Moi, j'ai bientôt 39 ans, donc on est de la même génération. Dans ma tête, il y a toutes ces petites cases quand même qui restent bien ancrées. Que concrètement, une vie humaine se construit à travers un peu le couple, le mariage, les enfants, le machin. C'est ça. La propriété. C'est ça. Exactement. Exactement. Mais que notre génération, je pense qu'on n'a pas trop le choix, mais on en voit un peu tout balader. Par choix ou subi. Un peu comme dans ta situation. C'est ça, c'est ça. Parce que la conjoncture du monde aussi. Oui, c'est ça. En revanche, il y a quand même un truc qui est né et qui a hanté entre guillemets tout le processus d'écriture de mon nouvel album du coup qui va sortir l'année prochaine. Je me rends compte quand même que l'amour, les relations amoureuses, que les relations d'amour autour de soi, la famille choisie ou de parenté, de sang, que l'amour en fait est vraiment un élément structurant de la vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui a malheureusement volé en éclats avec les différents modèles aujourd'hui de style de vie. Enfin, effectivement, on a tout envoyé valser, mais j'ai la sensation que la société a aussi envoyé valser l'amour. Tu vois, le lien, les relations, etc. Alors que c'est essentiel. Et qu'aujourd'hui, si les gens sont en perte de repères, c'est pas parce qu'ils se marient pas ou ne font pas d'enfants, c'est parce qu'ils n'ont plus assez de liens forts avec les gens autour d'eux, qui se sentent plus assez connectés humainement à d'autres êtres humains parce que la technologie, parce que on travaille trop, pas le temps. Individualisme aussi forcené lié au capitalisme et exactement. On est son self-made man ou self-made woman. Exactement. Et on est tout seul et on s'en fout des autres, quoi. C'est ça. Ça va clairement, Et ça marche pas, en fait. Ça marche pas. Ça, c'est l'effondrement psychique. Tellement pas, quoi. Total. Et en fait, ce qui arrive à un individu qui n'est plus connecté, c'est qu'il meurt. Et on le voit chez tous les animaux et chez l'être humain aussi. Et les nourrissons qui n'ont pas de contact avec des humains meurent. Exactement. C'est fou. Et aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé et ça, ce n'est jamais assez dit au profit de l'individualisme, du capitalisme, etc., etc. Et ça, moi, je trouve que c'est méga, méga dangereux. Et aujourd'hui, sans remettre l'injonction à vivre tel type d'histoire, etc., etc. Je pense que c'est important de retravailler, de se rééduquer à entrer en lien avec les êtres humains autour de nous, quoi. Tout le bonheur que je cultive en étant une non-mère biologique, en fait, je le redonne au monde. Et je trouve que c'est génial. C'est trop beau. De pouvoir être là pour soutenir. Et même là, je le vois avec les gamins de mes gosses, mais même avec le fils de mon copain. Bah, en fait, t'es juste une personne supplémentaire. Un ou une adulte, selon supplémentaire, pour participer
à l'éducation, il y a tellement de trucs qu'on dit pas à nos parents, on le sait très bien. Bien sûr. Enfin, mais que c'était plus facile de dire à la tata cool. En fait, Ouais. en plus, je suis vraiment la tata cool, tu vois, je suis la tata qui arrive Pas de avec doute. les ongles, avec les machins et tout. Les Ouais, gosses, c'est ils sont clair. fascinés. Tu m'étonnes. Et j'écoute de la musique qu'ils écoutent aussi. Enfin, tu vois, donc il y a quelque chose de très chouette, je trouve, dans cette position Ouais. aussi. Et dès lors qu'on l'accepte, je trouve que c'est une source d'épanouissement qui est énorme. Ce qui n'empêche pas d'avoir des moments de solitude à des moments, ce qui n'empêche pas d'envier peut-être des moments en famille quand on les voit. Mais alors, c'est comme quand parfois tu vois quelqu'un qui a une super belle voiture. En vrai, t'as pas besoin de voiture, mais tu te dis putain, elle est belle sa voiture quand même. Et en fait, tu te dis mais en fait, j'ai pas besoin de voiture. Mais voilà, ça arrive, c'est humain de voir quelqu'un avec un beau sac à main ou que sais-je, ou un métier qui a l'air de faire rêver. Mais au fond de soi, quand tu te regardes et tu te dis mais en fait, tout ce que je fais dans ma vie, je l'ai choisi et je kiffe. Ouais. Je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. Non, mais c'est là que tu remets aussi en question, enfin, on pourrait parler des heures, Mmh. mais les questions aussi de consommation, c'est que Complètement. finalement, on est incité à désirer des choses qu'au fond de nous, on désire même pas vraiment. Non, exactement. Et ça, c'est étrange, Ouais, quand ouais, même. Comme ouais. Et c'est pareil, je pense, en matière de maternité d'ailleurs. Oui, Pour tout à fait. certaines femmes, on nous impose de désirer quelque chose qu'on ne désire pas profondément. C'est ça. Et après, en plus, je crois à quelque chose d'un peu plus large. Et ça, c'est ma croyance personnelle et je l'impose à personne. Mais moi, je crois beaucoup à la nature, en fait. Et on est beaucoup sur Terre. Et c'est pas pour ça que je le fais, mais je pense que c'est pour ça que des êtres humains sont programmés, entre guillemets, à avoir envie de faire des enfants et d'autres non. Enfin, c'est normal, en fait, que dans la nature... Peut-être une régulation. Exactement, une autorégulation, qu'elle soit au niveau du climat ou au niveau de la biologie. Et tu vois, tout l'essor capitaliste a pu permettre à plein de gens de faire des enfants, plus d'enfants, etc. Mais c'est aussi ce qui finalement a réduit notre, enfin tu vois, que ce soit nos téléphones, que ce soit les aliments qu'on bouffe et tout, en fait ça a réduit la fertilité aussi. Oui. Et en fait quand tu réfléchis à tout ça de façon macro, en fait la régulation elle se fait. Ça fait sens. Donc c'est tout. Oui, c'est clair. Justement, t'as mis, on le disait, 11 ans à traverser tous ces questionnements. Et à un moment, tu en as fait une chanson pop, comme je disais en intro, avec de l'humour, presque quelque chose d'euphorique. Ouais, jubilatoire. Ouais, c'est ça. Comment t'es passé de ce vécu à cette forme de légèreté? Enfin, moi, je me permets d'appeler ça légèreté. Ouais. Peut-être que tu n'es pas d'accord. Est-ce que tu considères que c'est une armure ou plutôt une libération? Bah, chez moi, c'est toujours les deux en même temps, hein. Tu sais, la majorité de mes chansons, pas toutes, mais la majorité de mes chansons sont des chansons militantes et sont un peu sur ce ton-là. Parce que je trouve que c'est toujours plus facile d'aborder des questions difficiles avec un peu d'absurdité, un peu d'humour, un peu de, soit d'autodérision, soit de dérision sur la vie. Et ça permet aussi d'être assez frontal, sans tomber dans ce que moi je pourrais appeler kitsch, mais je veux dire voilà, je suis pas ce genre de militante et ça me permet aussi ce ton d'être un peu plus loufoque aussi dans mon imagerie, dans mes clips. Enfin moi j'aime bien rigoler dans la vie. C'est visuel, coloré, ton univers, j'adore. Ouais, c'est très très pop. Ouais. Donc moi j'aime la couleur, j'aime les couleurs pop, j'aime quand ça tape. Ouais. Parce que il y a aussi même au niveau du son d'ailleurs. Ouais. Je trouve. Complètement. Ouais. Ça tape aussi. Enfin, il y a des basses et des choses. Ouais. Pour danser aussi. Oui, c'est ça. C'est vivant en fait. Complètement. Et c'est aussi vivant que ces sujets en fait, je trouve, et c'est les émotions que ça me procure quand je pense à tout ça. Donc forcément, je suis synesthète aussi. Et donc en gros, oui, la synesthésie, c'est quand tous nos sens sont très très mélangés. Je pense que les gens le sont plus ou moins, mais moi je le suis très très fort. C'est-à-dire que pour moi, une odeur a une couleur et a un goût. Enfin, tu vois, quand j'étais petite, je disais aux gens souvent, je prends ça comme exemple, mais je disais ça goûte le gris. Ah ouais. Et en fait, personne comprenait et tout le monde me prenait pour une folle, et j'ai compris plus tard qu'en fait, tout le monde n'avait pas forcément cette espèce de aptitude ou bug, hein, je sais pas, tu vois, genre... Probablement un peu les deux, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Franchement, je pense que c'est les deux. À la fois, pour la création, c'est génial. Et en même temps, parfois, c'est très handicapant parce qu'on a du mal à se faire comprendre. Donc on vient d'entendre un extrait de Bad Mom. Il y a ces phrases justement que tu chantes. Alors excusez mon accent. What I'm gonna do with this useless body et selfish bitch will
probably die alone. Mmh. Et ensuite tu dis the truth is everyone dies alone. Ouais. Donc est-ce que peut-être traduire. Qu'est-ce que je vais faire de ce corps inutile? Voilà. Dit inutile par la société parce qu'il n'enfante pas. Et selfish bitch, she probably died alone, c'est espèce de petite égoïste. Tu vas probablement mourir seul. Et la dernière phrase, c'est la vérité, c'est que tout le monde meurt seul. Toi, tu reprends en fait des injonctions et des clichés C'est que ça. notamment les femmes nulle part entendent ou À même longueur de journée. même inconsciemment en fait, Mmh. qu'on leur met un peu en tête. Et qu'on se répète du coup aussi C'est ça, soit à qu'on se longueur de journée. réapproprie Ouais. et qui est une souffrance extrême quand on se le réapproprie d'ailleurs. Complètement. Donc tu reprends, comme tu disais, le corps inutile, l'égoïsme, le fait de mourir seul, et tu les casses un par un parce que justement t'as ce recul, ce sarcasme et tout, et ça fait du bien. Je tiens à préciser. Tu te réappropries le terme bad mom un peu comme certaines femmes se sont réappropriées le mot bitch. Ouais. On le disait. Ce mouvement de retourner l'insulte, ça a été volontaire. Enfin, tu t'y as pensé, tu t'es dit. Ouais, carrément. Ouais. Franchement. C'est pas comme ça que j'écris la chanson à la base, mais quand j'ai décidé de l'appeler Bad Mom et de me dire ça va être ça, en fait, je me suis dit bah ouais, en fait, on s'est toutes réapproprié Bad Bitch. Les personnes noires se sont réappropriées des N-word. Voilà, et pourquoi pas ça en fait finalement. Et à la fois c'est un double jeu de mots Bad Mom, c'est par rapport à Bad Bitch, mais c'est aussi réellement de se dire que je préfère ne pas être mère que d'être une mauvaise mère. Alors désolée pour toutes les mamans, je sais que vous faites de votre mieux. Oui, et qu'elles sont assez rapidement qualifiées de mauvaises mères. Exactement. Sitôt qu'elles sont pas sur certains rails spécifiques. C'est ça. Aussi. Donc du coup, il y a ce truc-là que quoi que les femmes fassent, de toute façon, elles sont qualifiées de mauvaises quelque chose. Oui. Donc dès lors que t'es mère, tu fais pas comme tu veux. Et enfin, tu fais pas comme il faudrait faire. Oui, tu fais comme tu veux, tu fais pas comme il faudrait faire, et c'est la merde. Ouais. Et aussi, il y a vraiment cette peur de pas être à la hauteur, d'être une vraie mauvaise mère entre guillemets, au-delà du fait que des injonctions ou des remarques que pourraient faire d'autres personnes. Je voudrais pas être cette mère qui abandonne ses enfants. Il y en a qui le font. Je voudrais pas être cette mère qui ne sait pas écouter ses enfants. Je ne voudrais pas être cette mère. Et vraiment, je pense que ça a été une peur viscérale chez moi, qui a aussi pesé dans la balance. C'est pas le seul truc, mais ça a aussi pesé dans la balance parce que moi j'ai la sensation d'avoir reçu une éducation, et notamment j'ai une mère incroyable. J'ai une mère battante, j'ai une mère qui a failli mourir 1000 fois, et qui est encore là aujourd'hui, et qui est pleine de vie, qui est pleine d'amour. Et je me suis souvent dit, est-ce que je serais capable d'être meilleure que ma mère? Et je sais pas si c'est une bonne question à se poser en vrai, mais je sais que ça m'a hantée. Puis je pense aussi que j'ai été dans un processus de dépiédestalisation, voilà, j'invente des mots, de ma propre mère. Je pense que c'est important aussi à un moment donné certes d'avoir de l'admiration, mais de l'avoir aussi comme un être humain, comme j'ai finalement vu mon père comme un être humain à une autre époque, et que ce n'est pas une déesse, même si j'aime la considérer comme ça. Bah oui. Donc tout ça soigne beaucoup. Chacune à sa place, et tout le monde est plus heureux, je crois. Alors, une dernière question avant qu'on termine notre échange. Oui. Être femme, asiatique, queer, artiste, est-ce que toutes ces assignations... Issues de classe populaire. Vas-y, je te rajoute voilà. une couche. Est-ce que toutes ces assignations, elles se croisent aussi quant à la question de la maternité? Évidemment. Et est-ce qu'on attend quelque chose de différent de toi aussi parce que tu es tout ça à la fois? Alors oui, ça a pesé dans la balance, forcément, parce que, en fait, j'ai mis en tout cas, je veux pas parler pour tout le monde, mais c'est des discours que j'ai beaucoup entendus. J'ai mis tellement d'efforts déjà à essayer de correspondre à toutes ces différentes intersections qui me mettaient, en fait, pas, tu vois, au bon endroit, que dans la société, pas dans la norme, etc., que en fait, toute cette énergie déployée t'enlève de l'énergie à faire un enfant, quoi. Je me sentais jamais, entre guillemets, assez blanche, assez, j'allais dire bourgeoise, assez femme, assez valide, tu vois. C'est déjà un effort pour pouvoir se maintenir à un niveau où les gens te considèrent comme un être humain, où t'as le droit
de dire, de t'exprimer, etc., que tes paroles sont valides, que ton ressenti est légitime, que du coup forcément ça te donne pas forcément envie de faire des gosses, mais même tu vois de grandir dans une société qui potentiellement va passer RN et qui sera raciste, etc., etc. Enfin, on n'attend pas le RN pour qu'il y ait des racistes, mais je veux dire avec un contexte qui en plus est pas favorable aux personnes qui sont comme moi, mais t'as pas du tout envie de faire des enfants dedans en fait. Enfin, tu te dis quelque part les jeter là-dedans aussi. C'est terrible. Ouais. En plus de tout le réchauffement climatique, etc., etc. Donc oui, forcément, ça a joué. Alors après, je souhaite aux personnes qui ont quand même envie faire des enfants de le faire. Évidemment. Parce que voilà. Mais moi, c'est clair que ça a joué. Et puis même, tu vois, le monde est en train de changer. Je suis une personne malade. Si mon enfant est malade, je sais pas si il ou elle aura la sécurité sociale. Une dialyse, ça coûte 100 000 € par an, etc., etc. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'implications qui ne sont pas à prendre à la légère. Et je crois que quand on met au monde un être, on en est responsable. Et donc, au moins jusqu'à sa majorité légalement, et moi je dirais même plus encore, parce que la personne n'a pas choisi d'être là. Et donc on lui a donné ça, et moi en tout cas, je sais pas si c'est la bonne chose ou pas, mais je me mettrais cette responsabilité-là, et aujourd'hui je me sens pas capable de lui dire tiens, cadeau, même si je ne regrette pas moi de vivre aujourd'hui, je sais que je suis très au contact de la jeunesse, de par mon travail, et en fait je vois à quel point ils souffrent. C'est dur quoi. C'est super dur. À toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, qui ont du temps, etc., mais entourer les jeunes d'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Merci pour ce message important, effectivement, et de rappeler que les questions intersectionnelles aussi sur ces sujets-là sont essentielles. Oui, pour réfléchir aussi complètement à ce qui peut se passer en fait dans la tête des femmes et des hommes d'ailleurs. Tout à fait. Thérèse, merci. De rien. Merci d'avoir été là avec cette générosité, cette franchise et ton parcours si passionnant. Je pense qu'on pourrait se parler des heures, vraiment. Carrément. Ton single Bad Mom est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, c'est ça hein? Oui. Je vous invite vraiment à l'écouter. Moi, je l'écoute en boucle, j'adore. Cool. Ça donne la pêche. Oui. Dans ce single, Thérèse, tu prends tous les clichés qu'on balance aux femmes sans enfants et tu les casses un par un. Ça fait du bien. Alors, allez l'envoyer à toutes les femmes de votre vie. Carrément. Celles qui ont des enfants, celles qui n'en ont pas, celles qui se posent des questions. Et si vous voulez voir Thérèse sur scène, elle sera le 8 novembre à la Bellevilloise. En plus, cette salle, elle est trop bien pour l'ambiance, on adore. Elle est trop chouette. Ce sera pour un chouette festival qu'on n'a pas encore annoncé. Ah, trop bien. Donc vous avez l'info, exactement. Et voilà, et on vous met tous les liens dans la description pour celles et ceux qui veulent y assister. Et n'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram @alors c'est pour quand avec la lettre C pour c'est pour quand. Et je vous dis à très vite. À vite, merci. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte alors c'est la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!